faire. Allez, vite sur le plateau. Oh là 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 là, oh là 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 là, quelle image! Et la joie du pistolero à l'arrivée. Bienvenue dans un nouvel épisode de Chasse Patate, épisode du mois de février, donc c'est un petit peu un épisode détente, un petit peu un épisode tranquille parce que il n'y a pas eu forcément énormément de courses très importantes. Il y a eu énormément de courses mais pas forcément hyper importantes, donc on va quand même en débattre dessus. On va donc revenir sur les courses du mois, on va également parler comme promis des nouvelles épreuves World Tour qui ont eu lieu pour la première fois en ce mois de février, avec un petit débat à venir dessus, et on va également parler de ce qui va arriver très prochainement dans le mois de mars, à savoir le Paris-Nice et le Tirreno. Et pour m'accompagner aujourd'hui, ils sont trois, ils sont beaux, ils sont frais, ils sont prêts à débattre pendant des heures et des heures, non peut-être pas des heures, mais pendant une bonne petite demi-heure, voire une bonne petite quarantaine de minutes. Alex. Bonsoir. Voilà. Johan. Bonsoir à tous. Et le retour de la Paloise, Cyril. Bonsoir. Voilà, donc la fine équipe est là. Donc voilà, comme j'avais dit, un bon gros plan. Hein, donc le mois de février, qui est un mois qui sert de préparation avant vraiment les vraies courses du mois de mars, le vrai World Tour du mois de mars, j'ai envie de dire. Paris-Nice, Tirreno, Milan-San Remo et puis les premières grosses Flandriennes. Mais finalement, ce mois de février qui s'est transformé de mois préparatoire à carrément un mois de vraie compétition parce que il y a désormais quelques courses World Tour dans ce mois-là. Alors il y a au tout début du mois la Cadel Events, Road Race Océane. Il y a un Océane au milieu du nom, mais je ne me souviens plus exactement où est-ce qu'il est. Et on a eu, il s'est terminé aujourd'hui, le Tour d'Abu Dhabi. Donc des nouvelles épreuves World Tour qui sont arrivées avec l'espèce de petit renouveau parmi le calendrier. Avec, plus tard dans la saison, il y a aussi le Grand Prix de Francfort, il y a le Tour de Californie, la Ride London classique, le Tour de Turquie, bref, il y a pas mal d'épreuves qui sont rentrées dans ce calendrier World Tour. Et comme promis, donc lors de l'émission précédente, on vous avait dit qu'on ferait un petit débat là-dessus. Il est temps de le faire. Donc j'aimerais vous entendre sur votre avis sur l'arrivée de ces nouvelles courses, un petit peu moins prestigieuses que ce qu'il y avait jusqu'à présent dans le World Tour. L'arrivée de ces nouvelles courses dans le calendrier, qu'est-ce que vous en pensez, Johan? La première impression, on voit qu'il y a du pognon en jeu, quoi. Il suffit de voir les gros plateaux qu'il y avait notamment autour d'Abu Dhabi avec tous les grimpeurs qui étaient présents. Autour du Dubaï, il y avait tous les meilleurs sprinters aussi. Donc on voit que le pognon dirige un peu tout ça. Ça fait peut-être un peu préjudice aux épreuves du calendrier Europe Tour. Ensuite, c'est pas trop d'avis sur la question, hein. C'est des courses de préparation. On voit que même les leaders qui s'alignent, ils sont pas là pour forcément gagner la course, mais ils sont là pour se préparer pour Paris-Nice, Tirreno et tout ça. Donc, Ouais, mais comme tu le dis quand même, s'il y a au moins un truc sur lequel les épreuves sont pas forcément ratées, c'est au niveau des start lists. On voit effectivement que, alors est-ce que c'est le pognon ou est-ce que c'est le logo World Tour? Mais en tout cas, ça attire des grands noms parce qu'il y avait quand même de sacrés start lists au départ de ces courses avec Quintana, Contador sur Abu Dhabi et puis Nibali, etc. Enfin, il y avait vraiment, alors pas au top de leur forme, mais ils sont quand même là les gros coureurs. Hein. Ben, un peu comme Johan, je trouve que oui, il y a beaucoup de pognon en jeu. Du coup, ça se voit hein, sur le Tour d'Abu Dhabi, Tour de Dubaï, il y a personne sur les routes. Il y a vraiment pas de ferveur populaire, comme on peut à la limite voir sur le Het Nieuwsblad par exemple, où là, la connotation World Tour est beaucoup plus justifiée. Après, c'est surtout sur le plateau, mais même avec le gros plateau, on voit que les leaders sont pas à fond. Il y a qu'à voir des mecs comme Bardet ou Nibali qui sont allés comme s'ils étaient là-bas pour faire du tourisme et pour faire leur petite montée tranquillou en discutant avec les gens. Il n'y avait pas, même s'il y avait une grosse start list, la start list n'a pas amené beaucoup de spectacles au final. Ouais, effectivement, les courses dans le golf, au niveau public, c'est un petit peu le désert. Hein. Ouais, c'est le cas de le dire, quoi. Cyril, ton avis sur la question? Et puis, on peut aussi parler des tracés, qui sont sur des courses de 4 ou 5 jours, qui sont loin d'être vraiment très impressionnants. C'est des courses de côte ou des purs sprints, Cyril? En même temps, Mais déjà, sportivement, pour moi, ça apporte rien, vraiment, de passer ça en World Tour ou pas. Et du coup, c'est financé, comme ont dit mes collègues. Et d'ailleurs, j'ai vu passer une stat, je suis pas sûr, parce qu'on peut pas trop savoir ça, mais comme quoi la prize money du Tour d'Abu Dhabi qu'il y avait aujourd'hui, là, le vainqueur, il gagnait plus, par exemple, que le vainqueur de Tirreno ou de Paris-Nice pour des courses à peu près semblables. Donc, voilà. Après, bon, je pense pas qu'ils courent tous pour la prize money, mais ça rentre un peu en compte peut-être dans la participation des coureurs ou pas. D'accord. Alex, vous voulez dire quelque chose avant que... ah oui, sur le fait des parcours, donc
J'ai essayé de faire une sorte de variante du Tour d'Abu Dhabi, mais au final, comme il n'y a pas de route vraiment dans le désert, il faut aller vraiment très haut aux Émirats Arabes Unis. Donc, s'ils ont tracé comme ça, c'est parce qu'ils pouvaient pas vraiment faire autrement, à part le Djebel Hafid dans la région d'Abu Dhabi, il y a vraiment rien, quitte à faire un transfert de 500 km au final. Donc, Et puis je même pense qu'il n'y avait pas trop de choix. et puis sur les montées qu'il y a, c'est des montées hyper particulières parce qu'il n'y a pas de public et c'est des routes qui sont ultra larges. Donc même si c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est des routes parfaites pour l'entraînement parce que c'est pas des routes où le placement est important, c'est des efforts purs dans le sens où c'est chacun est, fait, il n'y a pas besoin d'être forcément bien placé pour pouvoir remonter rapidement tellement les routes sont larges. Ça me fait presque penser à certains cols USA, etc. Mais fait finalement, Aux USA, on a des petites routes aussi, hein. ouais, C'est beaucoup mieux aux il y a- USA que là. oui, mais il y a quand même des écoles qui sont des espèces d'autoroutes avec des routes hyper larges quand même dans les Rocheuses, hein. Faut pas- Ah bah oui, mais ça c'est parce que c'était les constructions. Enfin bon, bref, on va pas partir dans l'histoire des autoroutes américaines. Oui, oui, non, mais tout ça pour dire que vraiment, mais au niveau du tracé, c'est pas forcément hyper. Enfin, c'est pas comparable à tout ce qu'il y avait jusqu'à présent dans le World Tour et les courses historiques, entre guillemets, quoi. On Bah passe. non, puisque c'est une nation moderne, donc du coup ça a été fait plus récemment, donc c'est des routes beaucoup plus larges, Voilà. Et tout ça, tout ça. outre. Et après aussi, Vas-y, vas-y, vas-y. le problème, je pense que c'est que la seule course qui avait potentiellement l'intérêt là-bas, c'était au Qatar, avec les bordures, les étapes un peu moins sur des rails que maintenant, quoi. Il y avait des bordures, des sprints un peu plus compliqués, des tempêtes de sable et tout, et maintenant, il n'existe plus. Il n'y a plus que des courses dans les marinas, je sais pas quoi, entre les immeubles protégés du vent où il se passe ben, rien, quoi. Mm. Mais outre, pour pas forcément que se focaliser sur les courses au Moyen-Orient, même si ça fait partie des courses qui ont été incorporées au World Tour, qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée au World Tour de courses comme par exemple le Tour de Californie, le Grand Prix de Francfort, voilà, ou même le Tour de Turquie, alors qui a été visiblement décalé en fin de saison, à voir s'il aura vraiment lieu, on le sait toujours pas. Il y a aussi le Tour de Guangxi en Chine. Il y a pas, Guangxi. voilà, il n'y a pas que forcément au Moyen-Orient qu'il y a des nouvelles courses. Et donc, il n'y a pas forcément des mauvaises nouvelles dans ces nouvelles courses, parce que les Strade Bianche et l'Etniesblad sont pour moi quand même des courses qui ont une vraie histoire et qui méritent peut-être plus leur place au World Tour que ceux sur lesquels on se focus actuellement en disant que c'est pas forcément une bonne réforme, parce que tout le monde retient l'Abu Dhabi, Dubaï, etc. Mais derrière, il y a aussi l'Etniesblad et les Strade Bianche, par exemple, qui ont également un nouveau statut, quoi. Johan. Non, juste pour en finir avec les nouvelles courses avec la Cadel Evans et les courses dans le golf, le point positif que je vois, c'est que ça permet aussi de mettre les sprinters en valeur. Et dans le World Tour récemment, ça manquait quand même. Donc c'est le point positif que je vois. Après, pour les autres courses qui passent en World Tour, il y a des courses comme le Strade Bianche ouais, qui méritaient de passer en World Tour. J'espère juste que le fait de rajouter plein de leaders et plein de grosses formations pour contrôler tout ça va pas gâcher le spectacle qu'on avait ces dernières années sur ces courses-là. Mm. Ouais, effectivement. Mais tu parlais des sprinters. Pour moi, il y a quand même, il y a une course. Je comprends toujours pas pourquoi elle est pas en World Tour. C'est Paris Tour, qui n'a pas, il y a plein d'autres courses qui sont arrivées là, mais Paris Tour, toujours pas en World Tour. Alors qu'elle l'était Ouais. au début enfin, c'était le Pro Tour à l'époque. Enfin, pour moi, c'est quand même une classique qui, à mon avis, a une histoire et un statut qui pourrait lui permettre de revenir dans cette division. Ça aurait été le bon pour la faire revenir, et finalement non. Moi, je suis peut-être un peu jeune pour avoir l'histoire du cyclisme, mais ça me choque pas que ce soit pas en World Tour en fait. Je trouve justement la course, enfin Paris Tour, c'est un plateau qui est assez faible ces dernières années, à part l'an dernier. Mais justement, on voit que les deux petites côtes dans le final, ça permet d'avoir du mouvement, d'avoir de la bagarre entre les groupes. Si tu mets toutes les formations World Tour qui vont brûler pour des mecs comme Degenkolb et tout ça, ils vont rouler à fond dans les bosses et on aura un arrivée au sprint quasiment sûr et certaine. Moi, ça me choque pas de ne pas l'avoir en World Tour. Ouais, mais après Paris Tour a toujours été fait, a souvent été une classique qui a souri à des sprinters, hein. Depuis que le peloton s'est modernisé, et vraiment il y a des vraies équipes de sprinters qui sont en place. Paris Tour, c'est très souvent un sprint massif, ou alors c'est un mec ou deux qui arrivent à avoir la peau du peloton, et derrière toutes les places d'honneur sont pour les sprinters. Ça a souvent été ça. Mais malgré le fait qu'il n'était pas au World Tour, quand même Paris Tour a quand même tous les ans une bonne startiste, hein. Je trouve que justement le fait que l'épreuve ait réussi toujours à rameuter pas mal de monde, malgré le fait qu'elle soit plus en World Tour, je trouve que c'est quand même un bon indice que c'est une course qui est historique et qui a du prestige malgré qu'elle soit plus en World Tour. Alex. Ben, Paris Tour, au final, c'est quand même une course qui est historiquement en World Tour qui a été déclassée. Il me semble, je sais plus en quelle année, 2007, non? Alors Je là, sais pas. je pourrais pas te dire exactement Je l'année, sais, mais- elle est,
elle a été déclassée pour je ne sais plus quelle raison. Après, elle a été déclassée peut-être pour une raison justement que le plateau devenait de plus en plus faible, que les gens préféraient, les principaux sprinters préféraient se décaler sur d'autres courses et le fait que la course intervenait en même temps que le Lombardia. Donc, au final, c'est peut-être l'histoire de plateau justement qui a dégradé cette course. Après, c'est vrai que je trouve que Paris Tour a beaucoup plus sa place sur en World Tour techniquement que une course comme la Cadel Evans par exemple. Ok, ok. Et pour terminer, vite fait, alors ça a été un débat relativement court, mais bon, on n'allait pas non plus faire quelque chose qui allait durer des années, mais puisque j'ai l'impression déjà on est à peu près tous d'accord sur le fait que c'est quand même majoritairement des courses qui ont payé leur entrée plus que véritablement qui ont une légitimité pour être là. Mais justement, il y en a quand même quelques courses qui ont véritablement l'histoire pour briguer une place dans ce World Tour. Et parmi les nouvelles venues, à part, on a parlé de Letnesblad et des Strade Bianche, est-ce qu'il y en a d'autres que vous voyez qui vous pensez ont quand même leur place dans ce nouveau World Tour? Cyril? Mais je sais pas trop en fait. Le truc, c'est que le World Tour, on sait même plus trop ce que ça veut dire. Parce que le classement général du World Tour, j'ai l'impression que le coureur s'en fiche. Et puis comment dire, les plateaux et tout, les équipes maintenant ont la possibilité de ne pas aller dans certaines courses, j'ai l'impression, je crois. Ils vont voir ça. Du coup, ça fait même perdre un peu de la valeur au truc. Donc, non, franchement, je vois pas trop même le World Tour, je pense qu'il faut réformer, mais il faut réformer différemment, quoi. Après, j'ai pas forcément la solution, mais je pense que c'est pas comme ça qu'on va rendre le truc plus visible au public ou quoi. Ouais, et d'ailleurs, il y avait quelque chose qui circulait comme quoi les épreuves où il y aurait moins de 10 équipes World Tour au départ ne seraient plus World Tour l'année prochaine. Ce qui veut dire que désormais, enfin, déjà, c'est un indice sur le fait que cette réforme n'est pas forcément la bonne. C'est que auparavant, toutes les courses World Tour, il y avait toutes les équipes qui faisaient partie de cette première division qui étaient présentes. Et là, vu qu'on a rajouté pas mal de courses, il y a certaines équipes qui veulent même plus faire le déplacement, quoi. C'est quand même la preuve que on a un petit peu forcer l'arrivée de ces Pas courses mal. et que c'était pas forcément voulu par le reste du peloton, quoi. Oui, Alex? Non, c'est juste pour rebondir sur le truc de Cyril, sur le fait que les coureurs s'en fichent. La preuve, c'est. J'ai vu sur le forum le tweet de Mark Cavendish qui remerciait les Jatour qu'il avait gagné alors que il savait même pas qu'il avait gagné au final. Ouais, mais ça c'est particulier, c'était l'Asia Tour aussi, enfin, c'est pas Ah, pareil c'est que un le World peu. Tour, hein. Puis il y a des circuits qui comptent tellement peu de courses qu'il suffit de performer sur la seule course classée hors catégorie, et tu fais le plein de points et tu gagnes le classement à la fin de l'année, hein. C'est un peu ridicule. Là, c'est les champions du monde qui étaient classés, je crois, qui étaient dans l'Asie Tour, un truc comme ça. Ouais, voilà, puis il a dû faire vite fait Un truc de fort comme ça, et ouais. C'est un tour du Qatar ou quoi, et ça réglé. Oui, voilà. C'est comme le tour enfin l'Oceania Tour qui compte. Et je crois qu'il y a 4 courses dedans. Enfin, c'est Il y a complètement deux ridicule. épreuves, il me semble, cette année. Voilà, alors oui, puisque maintenant les épreuves qui sont classées World Tour doivent plus y faire partie. Il y a la New Zealand Cycle Classic, l'Herald Sun Tour, et puis ensuite il y a les championnats d'Océanie au final. Et puis Ouais, c'est fini. voilà. Bon, je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur la question, quoi. C'est que effectivement, l'arrivée de ces nouvelles courses n'est pas forcément une très très bonne idée, quoi. Enfin, je vois pas pourquoi d'ailleurs elles sont forcément obligées d'arriver en World Tour. Je vois pas pourquoi un statut hors catégorie aurait pas suffi, comme elle avait le Tour du Qatar jusqu'à présent. Ça rapportait pas mal de points au niveau des classements. Enfin, je sais pas. Bon, voilà. Ouais, la solution serait peut-être pas de supprimer le World Tour, tout simplement. Enfin, pourquoi chaque course pourrait pas se suffire à elle-même pour. Ouais, et là, du coup, ça Ouais. compterait seulement sur le prestige et l'histoire des courses pour faire venir les leaders, quoi. Et plus seulement sur une question de classement World Tour bidon, etc. L'argent quand même aussi. Voilà, bon, voilà. Oui, après, il y aurait effectivement les primes de course. Mais enfin bon, ceux qui doivent faire le plus attention à l'argent dans les équipes, c'est les dirigeants plus que les coureurs. Alors je peux me permettre un dernier commentaire. Vas-y. Alors en tant que défenseur des courses américaines, je trouve quand même que le Tour de Californie en World Tour, ça peut être absolument énorme pour une course qui a été vraiment assez négligée par les équipes World Tour pour le moment. Donc s'ils arrivent à mettre un gros plateau et si le parcours est bien tracé, franchement, ça peut être une course de 8 jours au niveau de Paris-Nice et de Tirreno. Voilà. Et pour le coup, il y a un bon engouement du public aussi. Ouais, là, c'est Ouais. vrai, c'est clair et net.
les courses en Amérique du Nord, justement, en World Tour. Bah, le World Tour peut aussi servir à promouvoir le cyclisme dans certains continents, entre guillemets, qui sont moins bien desservis que l'Europe, où il y a quasiment 90% des courses. Bon, voilà, bon, le Moyen-Orient, il n'y a pas forcément de public, mais le Tour Down Under avec l'Océanie, c'est déjà un bon indice, parce qu'il y a beaucoup de public là-dessus. Mais c'est vrai que les États-Unis, il y a un énorme potentiel, hein, c'est vrai. Comme l'Australie d'ailleurs. Ouais, bah ouais, avec le Tour Down Under, c'est effectivement deux continents. Bon, après, de là à foutre deux courses World Tour en Australie, je suis pas sûr. Je pense que le Tour Down Under suffisait. Hein, mettre la course de Cadel Evans, là, c'était pas forcément obligatoire. Mais bon. Bon, passons aux sportifs, à proprement parler. Passons aux coureurs qui ont fait ce mois de février. Donc, bah alors, pour préparer le podcast, je vous avais demandé de retenir un ou deux coureurs qui, selon vous, avaient fait vraiment un très bon mois, qui sont des performances à se souvenir de ce mois de février et à voir ce qu'ils vont faire pour le reste de la saison. Donc, allez-y, shootez. Qui veut y aller en premier? Je vous écoute. Johan, peut-être un premier coureur à nous proposer? Alors, il y en a plein, je pense qu'on aura à peu près tous les mêmes. Un premier coureur qui a été monstrueux, c'est Calmejean. Calmejean, j'ai compté, ça fait 10 jours de course, il a 9 top 15, 7 top 10, 4 top 5, que sur les étapes, hein, je parle pas des généraux, avec des top 5 sur des chronos, une classique vallonnée, un sprint en comité réduit. Et il est toujours dans les bons coups, toujours à l'attaque. Il fait une perf monstrueuse, par exemple à Bessèges, où ça part dans la troisième étape, je crois, qu'il gagne. Ça part dès le matin, il y a des groupes de partout, et il arrive à faire la jonction en solitaire du peloton pour venir à l'avant. Et il aligne tout le monde ensuite derrière. Enfin, c'est vraiment un. Enfin, franchement, il impressionne Calmejean sur le début de saison. Ah ouais, clairement, il a déjà montré de belles choses l'année dernière, mais là c'est vrai qu'en ce début de saison, c'est lui qui est vraiment le leader de la Direct Energy dès qu'il n'y a pas des sprints. Sinon c'est Cocard, mais sinon derrière le second coureur du début de saison c'est lui quoi. Et quand il y a les pavés c'est petit aussi, voilà, ils sont trois. Alex, ton avis sur Calmejean? Ah oui, Calmejean, clairement. En tout cas, j'ai regardé que sur l'étoile de Bessèges pour lui et c'était. Franchement, il est costaud, hein. Sur l'étape 3 ou 4, il est parti tout seul résister à un groupe d'à peu près 20 avec de gros rouleurs comme les gros bras de la Katusha qui étaient à peu près 4 dans le groupe. Et ils l'ont jamais revu. Et puis derrière, il a très bien résisté sur le chrono alors qu'il avait quasiment aucune référence derrière. Franchement, bah, chapeau, quoi. C'est de bon augure pour le reste de la saison. De sa saison, en tout cas. Ok. Cyril, justement, la saison à venir de Calmejean, tu crois qu'on va le revoir sur Paris-Nice par Et exemple? l'an dernier, il avait déjà fait un bon début de saison, je crois, mais il avait un peu moins d'expérience. Donc il confirme son bon début de saison de l'an dernier. Maintenant, il faudrait qu'il confirme ses bons débuts de saison toute la saison. C'est-à-dire à partir de Paris-Nice et peut-être jusqu'au Tour de France, parce qu'il y a moyen qu'il y soit chez Direct Energy. Et l'année dernière, il avait gagné une étape de la Vuelta aussi, donc c'est quand même pas n'importe quoi. Même en fin de saison, On c'était s'était montré demandé si aussi. c'était pas un one Oui, shot. c'est vrai, c'est vrai. Attends. Oui, voilà, après, c'est comme c'est Ouais, je trouve. sur une échappée, etc. Enfin, bref. Johan, un autre coureur à mettre en avant? Allez, il sera peut-être pas cité, mais chez les Français, il y a Romain Hardy qui a fait un bon début de saison aussi. Euh, J'avais hésité à le prendre à rival, je l'ai loupé. Mais il est. Enfin, chez Fortuneo, pardon, par contre, il, il fait deuxième du Trofeo Laigueglia, je crois, derrière Ulissi ou Féliné, je sais plus un des deux. Et il fait plein de petites places d'honneur par-ci par-là. Féliné, je crois. Féliné, ouais. Il y en a un des deux qui a gagné, de toute façon. Mais ouais, il fait des bonnes places d'honneur et il est dans les coups. Donc, agréablement surpris par Hardy. Ouais. Bon, bah, très Ah, bien. il était pas mal, troisième du Tour de Hovar et septième de la Drôme classique, mais derrière, faut pas oublier que ça reste quand même des petites courses, quoi. C'est pas extraordinaire non plus. Oui, il a fait 3 top 10 sur la Vuelta l'an dernier avec des arrivées au sprint en petit comité. Donc, ouais, il progresse bien. Enfin, c'est dans la continuité, je trouve. Puis son arrivée chez Fortuneo va lui permettre d'avoir un meilleur statut que chez Cofidis, quoi, je pense. Mm. Parce que chez Ah, plus de Fortuneo, liberté. Il y a Maclé pour les sprints, et puis derrière, pour les étapes un peu plus vallonnées, il y a quoi? Il y a Sepulveda, mais bon, ça fait un petit moment qu'il est un petit peu silencieux, même s'il il a reperformé. Maclay, Voilà. Mais Maclé, ouais, mais c'est sur les sprints. Mais c'est vrai que dès que. Il y a Janesson aussi qui est arrivé chez Fortuneo, mais bon, il fait partie des coureurs qui vont avoir des libertés quoi, dans cette équipe. Quoi. Alex, à ton tour de nous citer 2-3 coureurs, si t'en as, ou un ou deux plutôt, on va pas non plus s'emballer. oula. Alors, c'est pas vraiment une révélation, mais on va dire Roglic, sa Ah, victoire en Algarve.
devant des mecs comme Kwiatkowski, Galopin, Daniel Martin, quand même, il confirme les espoirs qui avaient été placés en lui il y a quelques années sur une course de 4-5 jours. Et il prouve que on peut compter sur lui sur des tours vallonnés, peut-être comme le Pays Basque par exemple. Ouais, bah effectivement, bah, c'est très bien que tu parles de lui parce que moi j'avais justement prévu de vous poser des questions vis-à-vis de sa performance donc sur l'Algarve. Parce que effectivement, Roglic s'est révélé aux yeux du plus grand public sur le Giro l'année dernière sur les chronos. Mais on savait qu'à l'origine, il était également bon dès que ça montait. On était un petit peu surpris que ce soit sur les chronos qu'il explose véritablement. Mais on se demandait s'il allait avoir justement le moyen d'être régulier et de faire des choses sur les classements généraux. Et ben là, on a un petit peu un début de réponse. Donc j'aimerais vous entendre sur le fait quelle va être maintenant la suite pour Roglic. Est-ce qu'il va avoir un statut de leader dans son équipe? Est-ce qu'il va se montrer cette année, vous pensez, comme le dit Alex, sur des courses comme d'une semaine, comme le Tour du Pays Basque ou ce genre de choses? Où est-ce que vous voyez aller Roglic? Est-ce que ça va être encore un mec qui va faire que des one-shots ou est-ce que c'est un mec qui peut vraiment passer le palier supérieur? Parce qu'il faut rappeler qu'il a quand même 27 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est pas non plus. Il est jeune, mais bon, il s'est révélé sur le tard. Qu'est-ce que vous voyez sur l'avenir de Roglic? Cyril? Mais c'est peut-être le nouveau Spilak, que c'est la même nationalité, pour l'instant le même genre de coup qu'il fait, même si Spilak c'était dans les plus grandes courses, mais Roglic il commence à se montrer quoi. Et donc Ah, pourquoi pas faire ça sur le Tour de Romandie ou des courses comme ça de seconde zone enfin de seconde zone, ouais, parce que le Tour d'une de semaine, Romandie quand même. ouais, non, d'une semaine, et ensuite peut-être aller aider ses leaders qui sont Gesink et Kruijswijk notamment dans les tours de 3 semaines. Ah ok, ouais, c'est vrai que j'aime bien la comparaison parce que c'est vrai que ils n'ont pas encore montré, enfin, Spilak, c'est un mec qui a jamais pu passer l'étape supérieure, à savoir briller sur des grands tours. Mais c'est vrai que sur les courses d'une semaine, c'est un mec qui a été sur ces dernières saisons plutôt régulier et plutôt très bon. Et effectivement, pourquoi pas sur Roglic. Mais est-ce que Roglic, vous pensez pas qu'il peut avoir un statut de leader assez rapidement là? Parce que il va être aligné sur Tirreno et ça va sans doute être le leader de son équipe. Donc qu'est-ce que vous pensez, Johan? Euh, alors, Pays Basque, non, pour moi c'est trop costaud, c'est trop raide pour lui, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure. Après, j'attends de voir s'il va confirmer en dehors du Tour d'Algarve. Il avait bien réussi déjà l'an passé au Tour d'Algarve, mais la concurrence est pas énorme non plus. Donc, j'attends de voir, même s'il a été impressionnant face à Martin. Franchement, j'ai pas d'avis, je sais pas. Ouais. Bon après oui c'est vrai que la plupart des grimpeurs entre guillemets étaient sur la Ruta del Sol quoi donc le Tour de l'Algarve c'est payé une start list essentiellement composée de sprinters ou de puncher rouleurs mais pas de vrais grimpeurs. Il y avait quand même Martin qui était quand même qui a Ouais, une voilà, sacrée il a pointure peut-être- quoi. Il s'est quand même payé Martin on peut quand même dire ça ouais effectivement. Donc Si ouais tu veux donc une autre petite comparaison, moi je le comparerais plutôt à Perrault, qui arrivait sur le tard sur le cyclisme sur route et qui a des bonnes qualités rouleur, grimpeur, et peut-être pas au sprint, mais du coup, pourquoi pas faire une longue carrière dans le temps à l'apéro. ouais parce que lui il faut rappeler qu'il vient du saut à ski quoi. Alex un autre coureur dont tu veux nous parler? Un autre coureur. Alors j'avais en tête, bon c'est peut-être pas vraiment une révélation parce que je n'ai pas regardé les étapes, j'ai juste vu les résultats. C'est Ryan Gibbons sur le Tour de Langkawi. Parce que battre Maretsko au sprint, c'est pas simple. Voilà. Donc voilà. Non, mais et ce qui est encore plus fort, c'est de battre Maresco au sprint, ok, mais c'est surtout Et de. finir Voilà, ouais, en montagne. sur l'étape de montagne, il termine. Bon, il est. 3-4, il me Ouais, semble. voilà, il est à 4 ou 5 secondes, je crois, des premiers. Mais c'est-à-dire que le type sprint, grimpe, mais où s'arrêtera-t-il? Bon, après, mettons en perspective, c'est le Tour de Langkawi. Euh, Ouais. voilà, Ouais, son adversaire principal, c'est Maresco, et puis il y a qui d'autre? Il y a McCabe, je crois, le mec de Travis McCabe, Cameron Bailey, bon Voilà. c'est pas un gros plateau quoi. Youssef Righi a fait la même chose il y a 2 ou 3 saisons, hein, a gagné aussi Ouais. la montagne et les sprints. Hum, effectivement. Bon, donc comme quoi. Ne Mais nous c'est en- pire que Green Mountain, hein. Genting Highlands comme montée, c'est un long faux plat d'à peu près 30 km. Ouais, mais c'est pas hyper Disons que la pentu. surf C'est catégorie. un, c'est Ouais, un truc c'est ça. qui. Ça doit faire, ouais, c'est 30 bornes. C'est Voilà. juste un gros long faux plat à Alors, 3-4%. c'était Genting Island ou c'était Cameron Island? Parce qu'il y en a deux, en fait. Le Tour de Langkawi va sur deux, Euh, deux montées. Je sais pas lequel c'était cette année. il J'ai me pas semble qu'ils regardé. font Et l'enchaînement, Cameron, non? Cameron aujourd'hui cette année là.
Bon, Cameron Cameron. Highland. Ah, bon, En tout cas, il ouais. était 27 en 1 minute, donc c'était pas très sélectif. Ouais. Bon, après, faut voir aussi, il est propulsé leader sur une équipe Dimension Data qui est une équipe même pas bis, hein, c'est l'équipe Terre. Faut voir qui c'est qui a d'aligné, quoi. Ça fait pas C'est forcément rêver la startlist cette année du Tour de Langkawi, justement. Voilà. C'est à se demander comment c'est encore classé pour un HC. Ah ben ouais, c'est la course en Asie qui est c'est celle qui a le plus pas le plus d'histoire, mais qui a quand même le plus de formations assez huppées qui participent. Mais bon, là depuis 2-3 ans, ça tombe complètement à plat. Tu sous-entends Ouais, y a- qu'il faut le mettre en World Tour là? Non, j'ai pas du tout entendu ça. J'ai fait une Bah simple déjà, il y a observation. plus de World Tour, il me semble, à part Dimension, donc Ouais, ouais. déjà l'année dernière, il y avait Dimension, il y avait déjà il y avait l'équipe de Guardini à l'époque, donc c'était la Lamprey. Non, si, il était où Astana. Astana, Red voilà, Bull, Astana. Il y avait Tinkoff aussi. Voilà, il y avait au moins trois équipes pour le tour et autant d'équipes Continental Pro. Cette année, il y a que Dimension Data Cette année, il n'y a rien. et il y a 3 ou 4 Continental Pro et c'est tout, quoi. Et même les Continental Pro, ils envoient des équipes bis, quoi. Parce qu'à part Maresco, les autres équipes Continental Pro, je Il y a sais Bernal. ah voilà, Androni a amené Bernal, mais c'est tout, quoi. Enfin bref. Ouais, derrière, il n'y a rien. Bref. Bref. Ok, bon, ben, Gibbons, à voir s'il arrivera à performer sur des vraies courses, hein. Ouais. Cyril, est-ce que tu as d'autres coureurs qui ont bien performé ce mois-ci dont tu veux parler? Ben moi, il y a le champion de France, Arthur Vichot, qui fait un très bon début de saison. Et voilà, il montre le maillot et puis ce serait bien qu'il fasse une saison complète. Mais pour l'instant, c'est bien parti avec victoire à la Marseillaise, euh, un bon tour du Haut-Var et aujourd'hui une deuxième place sur la Royal Bernard Drôme Classique. Ce nom, quoi, je m'en remets toujours pas. Voilà, dommage qu'il ait pas trop pu jouer ses chances sur le Tour de Bessèges parce qu'apparemment il est tombé malade. Ouais. Donc il a pas fini la première étape. On a cru que la malédiction du vainqueur du Grand Prix d'ouverture allait à nouveau se répéter, mais après il a gagné le Tour du Haut-Var, donc du coup ça c'est un peu tombé à plat, mais effectivement, ouais, très bon début de saison de Vichot, ouais. Bah, faut dire aussi que l'équipe met les petits plats dans les grands, hein, parce que quasiment toutes les courses auxquelles il participe, la FDJ prend les commandes et travaille énormément pour lui. D'ailleurs, l'étape, alors pas la Bernard, mais alors je confonds toujours les deux, la classique sur La d'Ardèche. Sud-Ardèche. Voilà, hier c'était un La petit peu. Delpech. Exactement. Il a un peu fail justement. L'équipe a travaillé toute la journée et il termine que 7ème, je crois, et il a un petit peu coincé sur la fin. Donc voilà. Mais ouais, c'est vrai que quand même, il respecte son statut et son maillot de champion de France. Il le montre bien en ce début de saison, effectivement. Vos avis, Johan, Alex? Oui, en fait, il fait un peu le même début de saison que l'an dernier, quoi. Il fait 7ème à la Guiglia comme l'an dernier. Il gagne le Haut-Var comme l'an dernier. Il fait 2ème à Royal Drôme, l'an dernier il faisait 3ème. Et 6ème en Ardèche. L'an passé il était 20ème, donc il progresse aussi. Peut-être c'est un parcours qui est moins adapté à ses qualités, j'en sais rien. Mais ouais, j'espère qu'il va performer dans la saison, comme il disait Cyril. Ok. Alex, ton avis? Bah ouais, c'est ça au final. Il fait le même début de saison que l'année dernière. Faut pas que ça parte comme l'année dernière, on l'a plus vu après quoi. C'est- Oui. Espérons que ce bon début de saison sera révélatif de la saison qu'il fera après. Révélateur L'an plutôt. dernier, il était tombé malade. Révélateur. Pardon. Ouais. Révélatif, c'était ça piquait les oreilles, hein, mais bon. Ouais, mais après, le problème qu'il a eu, Vichot, souvent, c'est que physiquement, il n'a pas Ouais. été épargné par les blessures, quoi. C'est surtout ça qui a fait qu'il a fait, même s'il a eu des jolies victoires avec les championnats de France, etc., il a des saisons qui sont un petit peu tronquées par les blessures. Donc, ça fait combien de temps qu'il n'a pas fait une vraie saison complète ou sans pépin, quoi. C'est surtout ça, quoi. Faut croiser les doigts. Cyril, à part Vichot, est-ce que tu avais un autre coureur à mettre en avant? Sinon, il y a Valverde qui est déjà en forme. Et ça devrait durer jusqu'en fin octobre. Donc, bon, on va commencer à Ouais, voir C'est pas une ça. révélation. Non, c'est pas une révélation, mais il a fait un très bon début de saison. Il a écrasé le Vuelta de Murcia, là, 2 minutes d'avance sur le deuxième, sur une course d'un jour, donc c'est pas mal. Et puis il a gagné la Ruta del Sol avec, face à lui, Contador et Pinot notamment. Mhm. Voilà. Effectivement, ouais, bah, comme tu dis, ouais. Alors qu'on le donnait perdant sur le chrono aussi, hein. Ah ouais, c'est surtout ça qui l'a impressionné, ouais, c'est parce il a terminé devant Pinot et devant Contador. Bon, c'est pas si impressionnant que ça. Bon, Contador C'était annoncé était- par les vrais.
Ouais, Contador c'est est à ça. 1 seconde au général au final quand même. Il est pas très très loin. Mais il a eu le mérite de gagner effectivement la course. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ok, alors, Il y a une petite anecdote sur le Tour de Murcie où vas-y. Galopin il raconte comment ça s'est passé quand il est parti dans la bosse. Il dit que tout le monde était à bloc, qu'ils ont explosé les uns après les autres derrière Valverde et que personne ne pouvait le suivre. Et Valverde disait après la course, non, moi j'étais à mon rythme, je suis retourné pour attendre des gens et j'attendais, et finalement je creusais l'écart et du coup j'y suis allé quoi. Mais, le mec était vraiment 3 jambes au-dessus de tout le monde quoi. Ouais, bon, ben. À voir. Bon, après, lui, il a des pics de forme de 6 mois, effectivement. Mais bon, sur n'importe quel autre coureur qui fait une déclaration comme ça, on se dit il est en forme trop tôt. Mais avec Valverde, en fait, ben non. On est Lui, habitué depuis le temps. c'est ça, exactement. Cyril, est-ce que tu as d'autres coureurs qui ont bien performé ce mois-ci dont tu veux parler? Ben, Caleb Ewan, ben, il a fait comme l'an dernier, il a écrasé la concurrence dans son tour national, Santos Underlander. Et aujourd'hui, il a claqué une petite étape sur le Tour d'Abu Dhabi. Et puis il aurait pu en claquer une il y a 2 jours s'il n'avait peut-être pas levé les bras un peu trop tôt. Oui, il nous a fait une petite zabelle, Ouais. c'est sympathique. Mais lui, j'espère donc qu'il sera peut-être que lui, à contrario de Valverde, il est en forme trop tôt, c'est ce que certains pensent. Ben, Donc à voir. le fait est que il y a beaucoup de gens qui fait l'année dernière, il avait comme l'année dernière aussi, il avait beaucoup brillé sur le Tour d'Ander et après c'était un petit peu éteint, même s'il avait gagné la Vattenfall, je crois, à la fin de la saison, donc c'était quand même pas rien, mais bon, peut-être pas à la hauteur des attentes qu'il avait montré, en fait, de ce qu'il avait montré sur sa première course de l'année. Mais là cette année, il arrive à performer aussi sur le mois de février, donc voilà, je pense que bah, il a pris de la bouteille, hein, non, voilà, donc il a montré qu'il pouvait se taper les gros du peloton, même. Je pense qu'il vise le Milan-San Remo en début de saison et après il fera peut-être une pause dans sa saison jusqu'à avant le Giro, Tour de France, je sais pas trop ce que c'est son programme. Vous y croyez pour Milan-San Remo et Ewan? Parce que Ewan, Non. dès que ça grimpe, c'est un peu limite quand Ouais, même, il hein. passe, il Non, passera pas le podio. j'y crois pas Ça trop, sera pas mais un je petit peu pense ça, qu'il déjà. va essayer, mais après j'y crois pas encore, mais il va essayer. S'il y en a Il un va prendre ami. l'expérience quoi. Ouais. Plutôt que Kort C'est Nielsen, pas pour lui. Ouais, voilà. qui passe un peu mieux les bosses, quoi, du côté de la Orica. Effectivement. Donc, ok, alors, j'ai retenu tous les noms que vous m'avez dit là, mais il y en a quand même beaucoup qui manquent, hein, selon moi, hein. Il y a pas un qui manque. Ah bah si tu veux je t'en cite hein. Ah bah oui. J'ai fait une Finetto, voilà. petite- Hop là. Voilà, effectivement, j'avais fait une Ouais. petite liste. Finetto, le mec de la Delco qui gagne donc la Sud-Ardèche, je vais l'appeler comme ça ira très bien, et qui même fait des très bonnes performances sur le lac Goglia aussi, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, bah partout hein. 6ème au Var, 7ème la Marseillaise, et il fait les top 15 partout quoi. Voilà, bon, Delphos qui gagne aujourd'hui la Bernard, Royal Bernard. Donc un petit peu à la On dirait une nourriture. Un truc de nourriture de c'est chien, absolument purée. dégueulasse ce nom, hein, Un Royal Bernard. c'est clair. Donc Delphos, la surprise du jour. Et puis du côté un peu plus international, donc on avait, alors ça c'était les courses françaises, on a Hermans qui a gagné le Tour de Man et qui avait même été bien performant sur une autre course, je sais plus où. Ça m'est sorti de la tête, c'était pas sur Le Doubs. sol. Ah oui, voilà. Le sur tour de. Non, Tour non, un de- tour de Valenciana là. de ouais, Valence, voilà, c'est ça exactement. attends. Il a été super impressionnant parce qu'on avait vu sur la Vuelta l'an dernier qu'il commençait à grimper un peu. Après de là à gagner Green Mountain comme il a fait à Oman, c'était quand même au-dessus de ce qu'on pouvait espérer sur son niveau. Et surtout, il avait dit en début de saison qu'il avait l'habitude d'avoir des pics de forme super étalés dans l'année, enfin qu'il était toujours à un niveau après constant, mais sans gros pics de forme, et qu'il voulait changer ça cette année pour avoir des pics de forme vraiment plus focalisés sur des gros objectifs de la saison. Et du coup, ça me fait vraiment bizarre de le voir performer si tôt sur des courses finalement qui ne sont pas des gros objectifs, parce que c'était vraiment le contraire de ce qu'il annonçait, quoi. Est-ce que ça va quand même lui permettre d'avoir un statut de leader dans une équipe BMC où il y a quand même il y a du monde, hein. Il y a Porte, il y a Van Garderen, il y a même Denis qui toque un peu au carreau de temps en temps sur certaines courses. Est-ce qu'il va vraiment y avoir la place pour un Hermans en plus? J'avais aussi Restrepo qui avait fait un très bon début de saison. Le petit puncher, sprinter qui passe un peu partout là. Féliné, qui lui aussi s'est montré. Alors, il a fait une superbe place là sur le Het Nieuwsblad et puis il s'était montré en tant qu'équipier pour Contador dans les montées sur la route à El Sol, etc. Donc, Féliné. Et il a gagné une course aussi. Oui, et puis il a gagné la Guiglia. Je crois que c'est celui-là La qu'il a gagné. Copa, Costa, Degli Ah. et Strucci, je pense. Non. Excusez-moi. Ah ouais, il y a eu 2 courses d'un jour. C'est celle que Ulissi a pas gagné, quoi. C'est l'autre. Ah oui, oui, le Grand Prix de la côte étrusque, c'est celui-là. Et le dernier nom, quand même,
qui pour moi, c'est une anomalie que vous voulez pas citer, c'est quand même Wellens. Wellens qui torche tout le monde sur... Ah ouais, non, il torche tout le monde sur le Trofeo Mallorca, sur les manches du Trofeo Mallorca. Et puis derrière, il gagne une étape aussi sur la Ruta del Sol en costaud. Enfin, Wellens, pour moi, c'est le mec qui a été le plus impressionnant du mois. Et là, il y a encore une fois la question à se poser, est-ce qu'il est en forme trop tôt? Mais si c'est pas le cas, il peut vraiment tout éclater sur le mois de mars. Et j'attends vraiment de le voir enfin sur les classiques, pourquoi pas. Bon là, on se projette un petit peu loin, c'est le mois d'avril quand même, les Ardennaises, mais bon. À voir, je sais pas ce que vous en pensez de Wellens, mais il a été assez hallucinant sur ce début de saison. Hein. Alex Bah pour moi, Wellen, ça compte pas parce que c'est le mois de janvier, voilà. Mais sinon, là, c'est où qu'il a gagné? Andalousie ou c'est la... Oui, sur c'est ça, Ruta del Sol, Andalousie. Donc, Ouais. bah écoute, pour le moment, j'attends une vraie course d'un jour bien vallonné. Mais pour ça, il faudra attendre avril. Donc, écoute, s'il est en forme maintenant, je vois pas beaucoup de raisons, vu ses capacités, qu'il soit pas en forme en avril. Et bah, c'est de bon augure pour les Ardennaises et vivement l'Amstel à la flèche, quoi. Ok, Johan Bah, Wellen, c'est simple, dès qu'il a plu cette année, il a gagné, quoi, presque l'impression. Et il montre qu'il est toujours hyper costaud dans le mauvais temps. Et ouais, et en plus, il a une bonne équipe de Lotto Soudal au Challenge de Mallorca au début d'année. Ah oui, Pas grand chose à rajouter, quoi. Ouais, il est bon, il joue offensif. Comme tout n'est pas encore en hyper forme, ça marche. Ouais, il avait Vercac et Benoît autour de lui au Trofeo Mallorca et à 3 là, ils ont éclaté tout le monde. Là. Cyril, ton avis peut-être sur Wellens aussi? Bah, c'est un gazi, quoi, c'est un grand coureur. J'espère qu'il va montrer ça dans les classiques, bien sûr. J'espère qu'elles seront moins cadenassées que d'habitude et qu'il va montrer qu'il va essayer de faire la course, quoi. Qu'il va pas attendre comme le Valverde et compagnie, le dernière montée pour s'expliquer. Ouais, Et c'est pour, pas son style. Oui, voilà. voilà. Ah, Wellens, Et pour ça, ça serait bien qu'il pleuve, quoi. c'est carrément, c'est un peu un chien fou, quoi. D'ailleurs, c'était un petit peu ce qui, à mon avis, c'était un petit peu un désavantage au début de sa carrière où il faisait un petit peu n'importe quoi, mais là, il a pris quand même plus de bouteilles. Physiquement, il est aussi plus fort et donc du coup, maintenant, ces espèces de coups de folie, il y en a beaucoup qui passent, comme on a pu le voir sur ce début de saison. À voir effectivement si ça marchera sur des courses qui comptent vraiment. Voilà, c'est surtout ça qu'on attend, quoi. Et peut-être dernier coureur qu'on n'a pas cité aussi, c'est Rui Costa. Alors, qu'on l'on aime ou pas le style avec lequel il a décroché ses victoires, hein, eh ben, faut pas se leurrer. Le Portugais a été aussi très très fort, puisque là, il a en poche le Tour d'Abu Dhabi. Il a fait, je crois, sur le podium du Tour d'Oman, il me semble, ou quelque chose comme ça. Donc, Et il a une étape à San Juan. voilà, donc Rui Costa, l'étape reine de San Juan, effectivement. Mm. Donc, Rui Costa, Cyril, ton avis sur le bonhomme, qui a un style assez particulier, mais... Bah, je suis pas fan, quoi. Des Verstappen, vas-y, des Verstappen. Non, j'ai pas de haine non plus, parce que je sais pas si c'est une mauvaise personne, mais sur un vélo, c'est pas le coureur le plus charismatique et bah, dans son style et puis dans son attitude, quoi. Mais bon, après, il gagne, alors félicitations à lui. Voilà. Puis surtout, il faudrait aussi féliciter Zacharine qui s'est pas posé de questions quand Rui Costa l'a laissé rouler pendant 5 bornes d'affilée sans lui demander de relais, quoi. Enfin, il y a des fautifs des deux côtés, quand même, un petit peu. Alex Je pense pas que Zagreb ce soit une lumière dans le jeu, donc. Vu sa coupe de cheveux, parle pour cette affirmation. Allez, Non, vas-y. honnêtement, je pense que juste en voyant le type de coureur que sont Rui Costa et Zacharine, ben ça se voit qu'ils Tu sais sont là pour la prime, quoi. Tu sais lequel des C'est deux va tout. se faire arnaquer dans le final, quoi. Ouais, mais tu sais aussi lesquels des deux vont jouer la gagne parce qu'ils veulent le pognon, en gros. Honnêtement, c'est comme ça que je les vois, hein. Tu cours comme ça, tu cours pas forcément pour le fun, là. Bah, alors On là, a pas le palmarès, quoi. non, mais là, je suis désolé, mais au bout d'un moment, c'est juste que c'est des mecs qui savent qu'il y a une course, ils veulent la gagner, quoi. Au bout d'un moment, il faut quand même pas non plus les engueuler parce que eux, ils ont fait leur course, alors que derrière, Contador, Nibali, etc., se marquaient comme c'était pas possible, quoi. Il était là, Contador? Bah oui, il y avait Contador, Oh Quintana. là là, j'ai oublié. Ah, mais il marquait Quintana comme c'était pas possible, quoi. Il était à sa culotte derrière, là. Bah, il discutait, quoi. Je veux dire. Ah ouais, non, ouais. Ça se voyait que personne n'y mettait du sien dans cette étape, quand même. Mais de toute façon, enfin, ouais, bref, Rui Costa, il a raison, tant que ça marche, pourquoi changer de tactique, quoi. Enfin,
que X ou Y le critique sur un forum ou un réseau social, je pense qu'ils s'en tapent complètement, quoi. Il a un palmarès énorme, il est champion du monde. Il gagne des victoires chaque saison. Franchement, tant que ça marche, il continue, hein. Bah, si ça marche et c'est stupide et que ça marche, ce n'est pas stupide, tout simplement. Ah ouais, j'ai dit que c'était stupide, hein. N'est stupide que la stupidité, comme disait un grand homme. Bon, je pense que là, on a fait le tour des coureurs. Je pense qu'il est temps de s'orienter vers le mois de mars et Paris-Nice et Tirreno Adriatico. Donc, alors, je vais vous faire vite fait les startlistes, hein. Donc, Paris-Nice, on a qui est annoncé pour le moment Contador, Porte, Valverde, Bardet, alors Izaguirre, qui malgré sa chute sur la route à El Sol, qu'il a carrément amené à l'abandon, il est toujours annoncé. Dan Martin, Woodpulse, Barguil, bon voilà pour il y a Galopin aussi, Kruijswijk, voilà pour les principaux. Et du côté du Tirreno, Quintana, Nibali, Aru, Pinot, Landa, Van Garderen, Maeshka, Koenig, Rosa, Kelderman, Mollema, Dumoulin et Roglic donc. Donc voilà tout le Gotha du peloton qui s'est bien divisé en deux. Donc déjà parlons peut-être de Paris-Nice pour commencer. Des avis déjà sur le parcours et vos pronostics pour qui va gagner. On va faire ça rapidement, hein. On va pas non plus débattre sur des courses sur lesquelles on reviendra dans le prochain épisode du podcast, mais juste vos pensées sur qui peut potentiellement gagner la course et qu'est-ce que vous pensez du parcours. Cyril, hein. Le parcours de Paris-Nice, je crois qu'il est pas trop mal, même s'il y a une arrivée un peu bizarre en haut du col de Couillol. Moi déjà, je valide rien que pour le nom, col de Couillol, moi ça m'a fait rire. Et après, niveau pronostic, c'est difficile à dire. L'an dernier, c'était quoi? Thomas qui a gagné devant Contador? Ouais, pourquoi pas Contador au final? Contador, ils ont eu depuis. C'est là qu'il s'était un peu révélé, il y a 10 ans, je crois que ça fait désormais. Ah oui, ouais, là ça fait un moment. Ouais. Alors, l'an dernier, il avait été bon, donc ça ne le dérange pas de faire cette course à fond, puis il a une bonne équipe, avec Pantano, Zubeldia. Ouais, et à noter quand même que le col de Couillol, comme tu dis, c'est la première fois que censé être le col qui est le plus haut jamais emprunté par le Paris-Nice. 15 km à 7,1% de moyenne, donc là c'est vraiment de la très haute montagne. On a eu ouais, voilà, on a eu des éditions du Paris-Nice où c'était essentiellement pour les punchers, il n'y avait pas forcément beaucoup de grands cols. Là clairement, je pense qu'un mec comme Galopin ou même comme Alaphilippe, ça va être beaucoup trop long pour eux, hein. Voilà, les Français, bon, il y aura toujours Bardet, mais je pense qu'il y en a certains qui vont se faire éliminer par la longueur de ce col. Je sais pas ce que vous en pensez, Johan. Galopin, il a quand même bien marché à la Pierre-Saint-Martin, donc depuis, je me méfie quand même. Sur Tour de France 2015, je parle. Ouais, sur une étape, pourquoi pas. Après, là, ouais, col de la Couillole, je crois que c'est l'arrivée. Il y avait une arrivée à Valberg, je crois, c'est la station, un truc dans le genre, qui est juste pas loin. Ça aurait peut-être été plus sympa de faire une arrivée là-bas au lieu de faire juste une simple course de côte. Ça devait prolonger 10-15 km après le col. Donc, oui, le parcours après est assez classique, hein. C'est étape de sprint au début. Les sprinteurs ils risquent peut-être d'abandonner avant les derniers triptyques montagneux. Et qui tu vois vainqueur? Quoi? Qui tu vois vainqueur, toi? Allez, je vais prendre un peu de risque, je vais dire Zakharine. Qui monte en puissance, qui a l'air un peu plus en forme que les autres pour l'instant. Ah, mais je l'ai même pas annoncé en plus dans les... Parce qu'il est pas dans les startlistes encore, mais... Ah non? Moi je l'ai dans la startlist. Ah bah si tu l'as dans la startlist, c'est que t'es... Alors... Je crois que sur Pro Cycling Stats, ils ont mis à jour récemment. Ah bon, bah j'ai dû passer il y a trop longtemps, mais effectivement, donc Zakharine, pourquoi pas. Bah en tout cas, Zakharine, il a montré, pour le pognon, qu'en tout cas, il était pas en si mauvaise forme que ça, hein. N'est-ce pas, Alex? Ah oui, c'est drôle, hein. Ouais. Oh là là. Et donc du coup, toi, qu'est-ce que tu penses du parcours et des favoris là de cette belle startlist? Alors le parcours il est pas trop mauvais au final. Bon à part la course de côte absolument immonde au col de la Couillole où bah comme Johan a dit on pouvait arriver à Valberg où on aurait eu la petite descente puis la remontée, ça aurait été un peu plus sympa. Au final c'est pas trop mal. Il y aura pour les sprints, au final, il y aura sans doute un seul sprint où ça va vraiment être plat, c'est celui de l'étape 2, puisque Bois d'Arcy, ça monte un petit peu. Chalon-sur-Saône et Bourg-de-Péage, il y a des petites côtes dans le final, donc il faudra faire attention. Donc au final, pour les sprinteurs, si on veut du gros sprint massif, il faut peut-être aller sur Tirreno, même s'il n'y a que 2 étapes vraiment plates. Ça peut le faire. Le chrono du Montbrouilly, je ne sais pas ce que ça va donner. C'est 15 bornes
avec du plat et une petite montée, bon, bah, c'est un peu comme Bessèges, mais en un peu plus raide. Donc je sais pas. Et ensuite le triptyque montagneux qui est vraiment bah, est pas mauvais au final, franchement. Ouais, bon Voilà. après, tu dis qu'il n'y aura pas beaucoup de forcément de, de trucs pour les faits d'étapes pour les sprinteurs. Moi, j'en ai quand même noté au moins 4 qui sont, même si fait plus quatre. ou moins accidentés dans le final, il y a quand même la possibilité d'avoir des sprints plus ou moins massifs assez Ah souvent oui, mais dans il la y semaine. aura un tri. Il y aura un tri Ouais, mais à après, chaque fois. justement, moi, quand on compare les startistes au niveau des sprinteurs, que j'ai pas encore annoncé, mais sur Les Tirreno monstrueuses. voilà, sur Tirreno Adriatico, il y a Cavendish, Viviani et Modolo, et tous les autres, ils sont sur Paris-Nice, hein. Donc, Et c'est pas logique puisqu'il y a que 2 sprints massifs et ensuite pour le reste c'est soit vraiment voilà. Mais très vallonné ou c'est-à-dire que historiquement, c'est quand même Tirreno Adriatico qui attire plus les sprinteurs que Paris-Nice. Et là, c'est un petit peu quelque chose qui a été inversé cette année, quoi. hmm. Donc on aura peut-être un vainqueur de Milan-San Remo sur Paris-Nice, hein. C'est quelque chose d'assez rare, il me semble, statistiquement. C'est surtout les Ça gens qui... remonte à l'an dernier quand même, attention. Oui, non, mais si on fait les statistiques sur plus qu'une année, c'est quand même plutôt rare. Alors, si vous voulez le dire, avant l'année dernière, depuis 2000, il y avait 12 vainqueurs de Milan-San Remo qui étaient passés par Tirreno avant. Et seulement 4 par Paris-Nice. Bon, mais 5 maintenant qu'il y a des mares en plus. Donc la statistique plaide quand même en faveur de la course des deux mers, hein, n'est-ce pas? Donc voilà. Tout à fait. Et puis juste pour revenir, tu disais que la course de côte immonde du col de Couillol, même si effectivement ils auraient pu faire un petit peu mieux, moi je suis quand même content qu'on ait une édition avec de la vraie montagne et pas. Moi j'ai en souvenir l'édition qui a été gagnée par Bettencourt où ça s'est joué à coup de bonification qui était. Je trouvais ça pas bon. Sympa, je trouvais. Mais ça montait pas hein, Mais cette édition, c'est- c'était juste mais oui, les étapes. ça se terminait au sprint entre punchers, quoi. Et moi, c'est pas vraiment un truc. Alors, moi, j'adore H2R, donc je suis très content que Bettencourt gagne pour H2R. Mais bon, en soi, une étape de vraie montagne, ça fait plus bander que n'importe quelle arrivée au sprint qui va être réglée par Valverde, parce qu'il y a lui qui est sur la ligne de départ. Allez, duel Valverde-Izaguirre, et Martin, voilà, ils sont contre 3. Pour ce genre d'arrivée, si on avait mis le même parcours cette année, enfin, moi, le col de la Couilleule, justement, moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Alors, est-ce qu'ils l'ont bien mis? Est-ce qu'ils ont fait une vraie bonne étape avec des difficultés auparavant? Enfin, avant cette étape, non, mais voilà. Moi, là, je suis pas forcément mécontent de cette montagne, de cette haute montagne en tout cas. Après, il faut faire attention à la neige parce que le col de la Couilleule c'est quand même 1600-1700 mètres d'altitude. Donc faut faire gaffe que ce soit praticable le jour où Paris-Nice va passer quoi. Pour Ouais, éviter une effectivement. neutralisation comme on a vu l'année dernière au Mont-Brouilly où on était à genre 450 mètres d'altitude, hein. C'est pas très haut. Ouais. Bah, ils le retentent cette année, hein, et on espère que la météo sera un peu meilleure, quoi. Et c'est vrai que les Euh, courses annulées, les étapes annulées en ce moment, on a un peu servi quand même avec Dubaï qui a annulé son étape reine, Abu Dhabi qui a failli annuler son étape reine aussi à cause du vent, si Paris-Nice en plus annule. Ouais, enfin, L'an dernier, il y avait Tirreno aussi qui Annulé a à cause annulé du son vent étape quand reine. même. À Tirreno, c'était quand même c'était le Ça, prix de c'est l'étape honteux. alignée de l'année dernière quand même, parce que c'était la seule étape de montagne et on s'est retrouvé avec Van Avermaet gagnant devant Sagan et Jungle, je crois. Donc c'était C'est pas quoi ton forcément. affaire avec Sagan là? Et quoi, qu'est-ce qu'il a Sagan? Sagan? Sagan. Ah, excusez-moi. La prononciation des noms dans ce podcast, c'est un running gag. Donc laissez-moi dire Sagan, Porté, etc. Ce que je veux. Ça va directement dans les bêtisiers. Donc voilà. Effectivement, parlons justement de Tirreno maintenant, vite fait. Je vais vous poser la même question. Alors, juste avant de passer à Tirreno, je remarque que personne n'a dit Porte, justement pour Paris-Nice. Moi justement. Bah en même temps personne m'a laissé le dire donc. Mais pourquoi Ah bah parce que je vais pas donner mes favoris. Ah Voilà. bah excuse-moi, oui, c'est vrai que t'as crépi le parcours, mais t'as pas eu le temps de donner ton favori. Alors vas-y, ton favori. Contador devant Porte et Zaccarin. Voilà. D'accord. C'est Allez, ça, moi. tu nous offres même le podium. Ah ouais, tu fais pas les Voilà, choses à moitié. podium. Pas de souci. Et le Tirreno, donc du coup, alors, allons-y sur le Tirreno, sur le parcours, et sur le favori selon vous, qui va gagner? Johan? Allez, je vais dire Mollema pour JB. Oh là là. Non, il y a une étape. Il a l'air en forme, Mollema, quand même, depuis ce début de saison. Euh, et il a toujours bien performé à Tirreno. Et il a l'air d'avoir fait des bons chronos au début de saison. Donc pourquoi pas Mollema cette année. À voir si. En tout cas, le plateau, je note quand même que c'est une répétition générale du Giro, en gros. Oh, ouais, Tous ceux oui. tous ceux qui font le Giro sont là et tous les autres sont à Paris-Nice, presque. Quand même, Zaccarin, quand même. C'est le seul qui est à Paris-Nice, Ouais. quoi. Et qui... Toujours le contre-exemple.
Exactement. Mais après, à savoir si Mollema il passera quand même le Terminio. Hein. Quand même, quand j'ai vu le tracé de ce Tirreno, quand même, ils ont quand même programmé ce col qui est absolument monstrueux. Ça va être un chantier, quoi, je pense. Il le classe comme étape vallonnée aussi, hein, donc. Ah ouais, ils sont forts, hein, les mecs. Hein. C'est Bah, tout. Mollema, deuxième du Terminio en 2015 derrière Quintana, quoi. Bon, C'était bah, l'étape où il avait neigé et tout ça, là, il avait battu. ça se terminait au Terminio, cette étape-là. Ouais. Ah ouais. Putain, je confonds toujours celle-là avec celle de Prati-Tivo, là. Bon, bref. Ok, Cyril, ton avis sur Tirreno? Mais déjà, le parcours, il est pas mal. Il y a l'étape du Tamililo qui est vers le milieu, je crois. Maintenant, il reste encore 2 étapes derrière. Et dont l'étape d'après le Tamililo qui arrive à Fermo, qui est intéressante. Je vois ça, là, avec un bon petit mur près de l'arrivée. Il y aura un peu de bagarre, je pense. Et la dernière étape, avant-dernière étape plutôt, qui peut aussi. Ouais, en fait, il y a possibilité d'avoir du mouvement souvent, quoi. Et 2 contre-la-montre, donc c'est pas mal pour Pinot, ça. Ouais. En Voilà, plus, c'est un contre-la-montre par équipe, la première. Hein, donc, le premier, c'est contre pas équipe. Ouais. normalement, le vélo cheaté de la FDJ, il a 30 secondes d'avance après la première étape, Pinot. Il n'y a aucun problème. Le parcours est assez bien. Voilà, pas mal. Et du coup, niveau favori, je sais pas trop, il y a Quintana qui passe. Je me rappelle plus de la Starlist. Ouais, Quintana, Nibali, Haru, Pinot, Landa. Ah, ben moi, pour moi, c'est pour. Je sais pas, Quintana. Peut-être Haru. Haru, d'accord, ok. Oui, Ouais. je sais pas pourquoi, mais. T'as pas envie de dire comme tout le monde. Parce que tout le monde, quand même, annonce Quintana qui s'est montré hallucinant. Non, c'est vrai c'est vrai qu'il a vraiment l'air de gens au-dessus, mais. Je sais pas, un petit coup de malchance et. Je sais pas, Haru. Ok, ok. Alex, ton avis sur la course italienne? Moi, je vais donner Tom Dumoulin vainqueur, je pense. Voilà. Alors, tu le vois Donc, passer. Alors, si on évoquait les doutes sur Mollema, enfin, moi j'ai disais est-ce que Mollema sera le Terminio, mais Dumoulin, sur le Alors, Terminio, Dumoulin, il a dit qu'il voulait finir sur le podium d'un grand tour ou gagner un grand tour cette année. Je sais plus. Et moi aussi, je veux. alors, s'il fait un gros Tirreno Adriatico pour se mettre en confiance, je pense que c'est qu'il va vouloir faire ses preuves sur le Terminio, qui est quand même une grosse montée. Donc, je pense qu'il va tout donner sur ce tour pour voir s'il peut avoir le niveau pour faire un podium sur un grand tour. Voilà. ah ouais, bah, faire le podium sur un grand tour, oui, fait, c'est un. Bon, on n'est pas encore sûr qu'il y arrivera, mais là, l'épreuve va quasiment se jouer. Enfin, elle va pas se jouer parce qu'il y a, comme l'a dit Cyril, il y a d'autres endroits où il y a des écarts à se faire, mais elle va se jouer sur un col qui, pour moi, correspond pas vraiment aux qualités d'un mec qui passe de rouleur à grimpeur, quoi. C'est-à-dire que c'est un col qui est ultra raide avec des espèces de pourcentages, mais dantesques. Est-ce que tu vois Dumoulin arriver à tirer son épingle du jeu face à des mecs qui sont spécialistes de ce genre de pourcentage sur le Tirreno là? Tu le vois vraiment arriver à. Ah bah écoute, moi j'ai toujours en tête l'arrivée d'Arcalis l'année dernière sur le tour, donc ça prouve que Dumoulin. Enfin bon, on peut pas comparer Arcalis et Terminio, c'est vrai. Mais c'est deux montées qui sont quand même longues, à peu près raides pour Arcalis, beaucoup plus raides pour Terminio, mais c'est quand même des montées qui vont taper dans les jambes, donc moi je le vois bien s'accrocher avec les meilleurs. Voilà. Après, je vais mettre un petit bémol, le Tamillo, il est pas si pentu que ça, en fait. Il est long et tout, il est Oui, mais, spectaculaire, mais niveau de la pente, c'est du 7,3, je suis en train de voir. ouais, mais comparé à Arcalis, c'est quand même, Ouais, bon, c'est quand même Arcalis, mieux. C'est une sous-course, c'est une sous-montée de. Enfin, j'aime pas Arcalis. Et le Tamillo, c'est autre chose, mais c'est pas non plus. C'est pas le son colonne, quoi. C'est c'est un Oui, col d'une difficulté importante, mais c'est pas non plus impassable. Et sur une course de côte, peut-être que dans un grand jour, du Moulin suivrait. Ouais, c'est vrai. Pourquoi pas? ok, bah, pas de souci. Réponse dans 3 semaines à peu près. Pas de problème. Bon, ben, je pense Deux semaines. qu'on. Oui, 2 semaines, excuse-moi. Ouais, parce que, ouais, bon, j'ai visé large, excuse-moi. Ok, mais je pense qu'on a fait à peu près le tour. Il est temps de se dire au revoir. Donc, le mot de la fin, comme d'habitude. Alors, allez-y de vos blagues pourries, allez-y de vos pronostics improbables, de vos trucs de Nostradamus. Hein. Cyril nous avait quand même annoncé il y a quelques émissions que les Yates gagneraient le Tour de France en 2018, 2019 et 2020. On attend toujours, mais c'est de plus en plus réaliste hein, quand même, cette espèce de pronostic qui nous paraissait improbable quand il avait Oui. annoncé. Alors, t'en as un autre, vas-y, Cyril, je te laisse. Euh, Chavez, podium du Tour de France. Très bien, ok.
Johan. Pinot vainqueur du Giro. Et Alex. Je pense que ce Paris-Nice va être nice et que Richie Porte prendra la porte. Oh là là. Et voilà, donc il y en a 2 qui sont partis sur des pronos et un qui a fait la blague pourrie. Bah voilà, on est à peu près sur un truc normal, une conclusion normale sur Chasse Patate. Bon ben moi je vous dis à dans... normalement il y a une prochaine émission qui est programmée juste après Milan-San Remo pour faire justement le débriefing de Tirreno, de Paris-Nice et de la Primavera. Du coup on Et se revoit de Strade Bianchi. aussi également, voilà. J'y Et puis tiens. et du Cholet Pays de Loire aussi, hein, si on va par là, on pourra Et tout du Tiens, Samine. pour moi. voilà, on pourra tout Ça, débriefer. encore Et les moins. 3 jours de la fin de Occidental, on va toutes les faire les courses, les gars. On se voit donc du coup dans 2 semaines ou 3 semaines. En attendant, 3 semaines. oh putain. En attendant, passez des bonnes journées à regarder du vélo. Ciao. Ciao. Au revoir.